l'histoire du jour est vraiment extraordinaire. Elle est même vraiment exaltante. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu lieu grâce à Mythique. Vous allez voir avec cet épisode sur Mythique, on laisse sérieusement leur chance aux vraies histoires, comme celle des 8 millions de couples qui s'y sont rencontrés, et comme celle que vous allez découvrir aujourd'hui. Et peut-être aussi bientôt, la vôtre. Si vous aussi vous voulez nous raconter votre histoire extraordinaire, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Ex, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Il faut le dire, beaucoup d'histoires d'amour s'arrêtent parce qu'on a peur. Peur de s'installer, peur de faire le mauvais choix, peur du regard des autres parfois. Emma a surmonté tous les obstacles pour être aux côtés de son amour, parce que c'était elle. J'ai 25 ans, je viens de finir un long stage de fin d'études dans un grand groupe de cosmétiques. Ce qui est hyper chouette, c'est que j'ai rencontré vraiment des amis hyper sympas qui venaient pas de Paris, ils venaient tous de province et ça m'a vraiment sorti de mon petit milieu un peu pas chiant mais très parisien. En revanche, on est en janvier 2012 et là, je me fais larguer par un mec dont j'étais folle amoureuse, avec qui j'ai passé 3 ans. C'est la première fois où je comprends que finalement, pour être en relation, faut être deux à avoir envie de l'être. Et ce stage est fini, j'avais le secret espoir de me faire embaucher. Et du coup, voilà, c'est parti dans la vie. Clac, 25 ans, un job, un mec, tout va bien. Et patatras, tout se casse la gueule, je me fais larguer. Et j'ai pas de boulot, je suis au chômage à un moment où clairement, c'est compliqué. Moi, à ce moment-là, je me sens encore un peu fragile, pas hyper finie. Jusque-là, j'ai toujours été hyper curieuse, donc je me souviens, petite, je piaffais pour avoir mes règles. Je pense que j'étais peut-être une des rares à me dire « Ouais, super, qu'est-ce que c'est ? J'ai trop envie de les avoir ». Et de fait, je les ai eus assez tôt dans mes premières classes au collège. Et une fois que je me suis sentie femme, du coup, pareil, j'ai voulu pousser l'exploration sur le volet sexuel, les relations. Donc très vite, très tôt, j'ai toujours été très précoce par rapport à mes copines. Et c'est pas tant que je sois à la recherche de la rencontre, mais comme j'ai toujours aimé vivre l'aventure s'est souvent présentée. Là, patatras, tout est remis en cause. J'ai pas de boulot, pas de mec. Je suis profondément déprimée, vraiment en vrac. Et du coup, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là ? Je sors. Je sors avec justement toute cette bande de copines qui venaient des 4 coins de la France et qui avaient toujours un nouveau lieu à découvrir, un nouvel endroit où aller danser. Finalement, dans cette débandade, j'ai donc surtout cette amie Pauline que j'ai rencontrée lors de ce stage dans un grand groupe de cosmétiques qui avait un appart en coloc au bout du ciel. C'était au 7e étage sans ascenseur à Convention. Et il y a une soirée, je pense que c'est à ce moment-là où j'ai dû croiser pour la première fois Anaïs, qui était une amie de Pauline. Je sais que j'en avais déjà entendu parler parce que Pauline, elle avait ses copines, sa langue bien pendue. Donc finalement, on suivait un peu de loin la vie des unes des autres. Mais j'avais jamais eu l'occasion de la rencontrer. Je la vois, je m'en rappelle pas très bien, mais je crois que je vois une blonde aux yeux verts, avec un rire tonitruant. Vraiment un côté très, très flamboyant, un vrai lion. Je pense que je savais qu'elle aimait en partie les filles, même si, c'était un peu flou tout ça. Mais je crois qu'elle m'a tout de suite tapé dans l'œil et que j'ai surtout tout de suite voulu attirer son attention et lui plaire. Donc, les soirées s'égrènent et c'est vrai que j'ose pas trop, mais je suis quand même sacrément titillée, sacrément intriguée par cette belle blonde. Et je pense qu'assez vite, avec
un ou deux verres un peu pompettes, d'une certaine façon, on finit par se rouler des pelles. Donc voilà, ça c'est chouette. Je me rappelle que les filles qui aimaient les filles, ça m'a quand même toujours intriguée. Au collège, il y avait une fille qui était hyper garçon manqué. Je peux pas dire exactement ce que ça me faisait, mais en tout cas, ça m'intriguait. Et là, Anaïs, quand même, je sens bien qu'elle me plaît énormément. Mais à part se rouler des pelles quand je suis vraiment très très saoule, j'ose pas vraiment sauter la barrière. Alors qu'on passe des heures à échanger, à s'écrire des messages, à n'en plus finir, les détails de nos vies. Enfin, je crois qu'on construit une relation vraiment très proche, très quotidienne. Ça m'arrive même de dormir chez elle, mais je suis complètement bloquée, complètement tétanisée, et du coup, je reste un peu dans cette ridicule immobilité et je saute pas trop le pas. Elle a du chien, elle a une présence, elle a un regard vert, revolver comme on dit, et ça me plaît. Mais par ailleurs, lors d'une soirée au Bus Palladium, je rencontre aussi l'ami d'un ami, et finalement, je rentre avec lui, toujours à Convention, dans cet appart de fête chez Pauline. Comme Pauline, elle était très amoureuse de l'ami en question, finalement on se retrouve à rentrer tous les quatre, et c'est un peu comme ça. Moi je le fais sans grande conviction, mais je passe cette nuit avec ce garçon. Et puis finalement le matin il me fait énormément rire, et je suis assez surprise parce que je m'attendais pas à ce que quelqu'un me fasse rire. Donc il y a cette rencontre, et finalement je mène de front un peu ces deux rencontres. L'histoire avance, le temps passe, et je me pose quand même à un moment donné la question de mais est-ce que je pourrais emménager avec Anaïs, sachant que ça se passait bien cette relation avec ce garçon par ailleurs. Je pense que tout ce que ça a impliqué de choix, de révélation, d'en parler à mes parents, en fait je pense que ça m'a fait peur. Et moi, alors que je me sentais à proprement parler en relation avec aucun des deux, j'ai un peu été sommée de faire un choix. Et donc finalement, le choix, pour moi, le plus simple à ce moment-là, ça a été de poursuivre cette relation avec ce garçon qui se passait bien, qui était donc une relation douce, bienveillante, dans la confiance, et qui me changeait énormément de mes relations précédentes, où c'était toujours très compliqué, très passionnel. Et voilà, là c'était simple, c'était drôle, c'était joyeux, tout allait très bien. Anaïs, effectivement, sort de mon champ de vision, et on ne se voit pas pendant au moins 5 ou 6 ans. Alors, c'est vrai qu'on a toujours une excellente amie en commun qui est donc toujours cette Pauline. Mais Pauline s'organise de façon à ce que finalement on ne se recroise jamais. J'entends toujours parler d'elle, j'entends que peu après elle rencontre une nana avec qui elle passe 5 ans, et qu'effectivement c'est une relation qui la rend pas très heureuse. Par ailleurs, moi ma vie avance, ma vie est douce, toujours avec ce garçon. Voilà, on avance, on concrétise des projets, on achète un bel appartement ensemble, donc on franchit clairement un cap. Et puis cette année s'écoule un peu comme ça, doucement, joyeusement, sans accroc, sans rien. Et ensuite, Pauline part à Lyon, puisqu'elle rencontre au cours d'un voyage un Lyonnais. Donc elle part s'installer à Lyon, et je crois que c'est à ce moment-là qu'on se recroise avec Anaïs. Parce que du coup, c'est devenu beaucoup plus simple pour Pauline, quand elle passe à Paris, de réunir tout le monde d'un coup, plutôt que de voir les unes les autres, chacune de son côté. Donc je pense qu'on se revoit d'abord pour un verre commun avec Pauline, et puis il se trouve qu'à ce moment-là, sa relation bat vraiment de l'aile avec sa nana, et qu'elles ont acheté un appartement ensemble, pas très loin de chez moi. Donc, moi, comme je vais au sport plusieurs fois par semaine, et qu'on habite le même quartier, et qu'elle a pas trop la pêche, je lui propose de venir avec moi, et voilà, de se bouger un peu pour se remettre un peu d'aplomb.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve un peu, elle re-rentre dans ma vie, on va ensemble au sport d'abord une fois, et puis finalement elle m'accompagne, moi j'y vais jusqu'à 3 fois par semaine, donc on retrouve à se voir 3 fois par semaine. Et à chaque fois, finalement on discute, on rit, c'est vraiment une re-rencontre. Et moi je vois pas du tout les choses avancer. À la rentrée, elle se sépare définitivement donc de sa nana. Donc là, c'est d'autant plus compliqué. Donc on remet d'autant plus le boost sur le sport, etc. et les verres pour se réconforter. Et un soir, quelques mois après qu'elle ait quitté sa nana, après le sport, on va prendre un verre et là, on revient justement sur cette séparation. Et elle m'explique à quel point finalement, effectivement, elle a été malmenée dans cette relation. Et moi, je sens que ça me touche. Ça me touche. Je suis hyper émue à ce moment-là. Et je lui dis, mais c'est fou. Tu mérites tellement le meilleur. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là que ça a dû switcher. Parce qu'en fait, au cours de ces derniers mois, sans que je l'ai vraiment vu venir, je pense que je suis complètement retombée sous le charme, mais sans m'en rendre compte, de façon complètement insidieuse. Du coup, on était en tenue de sport, mais on repasse vite fait à la maison, on troque nos leggings de sport pour enfiler un jean et finir la fête, pinte à la main, on va danser au Rosa Bonheur. Et arrivée sur la piste de danse, je me remets du rouge à lèvres, et là, elle m'en demande, et voilà, c'est là où tout bascule, parce que du coup, je l'embrasse pour lui mettre du rouge aux lèvres. Et donc, à partir de là, moi, je suis assez saoule, et donc elle me ramène à la maison. Et moi, voilà, là, j'avais lâché les chevaux. Je pense que j'avais capté que finalement, voilà, c'était pas qu'une amitié. Donc, je me mets complètement nue avec, voilà, en me disant, c'est bon, on passe la nuit ensemble. Et puis, j'avais la bravoure de l'ivresse. Et à ce moment-là, en fait, mon compagnon est en déplacement et donc je suis seule pour la semaine à Paris. Mais très classe, très gentleman, elle me met au lit en me disant non, mais en fait t'es beaucoup trop saoule, donc tu vas surtout te coucher. Sauf que comme il se trouve qu'elle cohabite toujours dans le petit 2 pièces avec son ex, elle essaye de dormir un maximum à droite à gauche. Et quelques jours plus tard, elle m'envoie un message pour me dire est-ce que je peux dormir chez toi jeudi soir. Je dis oui, bien sûr. Le jeudi soir arrive, je sens que c'est certainement là qu'il va se passer quelque chose, mais sauf que là je suis loin d'être saoule et je suis complètement flippée. Je suis pas vraiment sûre d'aimer les filles, ça m'a jamais paru super attirant un sexe de femme, donc je sais pas trop si je vais savoir faire, je sais pas trop surtout si je vais aimer. Bref, je suis complètement flippée, je me pose pas la question de l'infidélité. J'ai pas une pensée très binaire sur la question. Jusque-là, j'ai jamais bougé une oreille, mais j'ai plutôt une vision très ouverte des choses et en fait, ça rentre même pas en ligne de compte. Est-ce que c'est parce que c'est une femme que je me pose pas du tout la question, mais en tout cas, je le ressens pas du tout. J'ai peur de l'intimité avec une femme, j'ai peur de l'intimité avec elle. C'est ça qui me fait peur, mais je suis pas vraiment encombrée par d'autres questionnements relatifs à mon compagnon qui est en voyage, qui est loin. Bon, on finit par se coucher parce que on est quand même en semaine, donc toutes les deux on passe le lendemain. Moi, je me pelotonne un peu terrorisée dans mon coin du lit et en me disant bon, c'est pas grave. De toute façon, on va en rester là. Vraiment, je fais pas la fière, j'emmène pas large du tout. Et heureusement, cette fois-ci, elle passe à l'action et vraiment, elle me saute dessus et sans que j'ai le temps de dire ouf, voilà, je me retrouve prise dans le truc. Et là, finalement, c'est un monde qui s'ouvre à moi et on ne se quittera pas les prochaines nuits jusqu'au retour de mon compagnon. Il y a vraiment cette espèce d'emballement complètement passionnel et on ne se dit rien. Il y a vraiment ce besoin irrésistible de se revoir. Moi, je prends pas les choses trop au sérieux, je rigole. Voilà, elle me force un peu la semaine suivante au sport à une brève conversation et moi je lui dis en rigolant écoute, de toute façon moi j'ai rien à t'offrir, j'adore ma vie, donc je compte pas quitter ma vie, mais bon, je fais juste l'intérim entre
ton ex et puis le temps que tu te remettes en selle, quoi. Voilà, je voyais ça comme ça, vraiment comme du fun, quoi. Je me pose pas trop de questions à ce moment-là. Sauf que les mois passent et finalement, impossible d'arrêter de se voir. Et on se voit de plus en plus, on s'écrit énormément, on échange énormément. Et en fait, quelques mois après, on part au ski avec notre groupe de copines. Et on s'arrange, on fait des pieds et des mains pour récupérer la chambre double. Et là, finalement, on vient d'arriver à la station, on est crevé, on a passé toute la journée à voyager, on se dit on va juste prendre un verre. Et finalement, comme les soirées improvisées sont parfois les meilleures, on se retrouve à aller de bar en bar et à finir un peu dans la boîte de nuit du coin. Bref, on passe une super chouette soirée, alors qu'on était à la base complètement claqués. Et à un moment donné, dans la nuit, moi c'est vrai que j'y tiens plus, j'ai une envie irrésistible d'embrasser Anaïs. Et du coup, je dis juste à nos copines, bon, de toute façon, vous vous en foutez de nos histoires. Et je crois que de toute façon, j'attends même pas la réponse et que, voilà, on saute dessus, on s'embrasse et tout. Et là, ça nous permet de vivre 5 jours d'amour presque officiel, où on est au ski, en vacances, entre copines, mais finalement, il n'y a pas le besoin de se cacher, et c'est trop cool. Et je pense que c'est là où ça se corse, parce que je pense que c'est là où on tombe vraiment amoureuse. Et je pense que tout le monde commence à voir le mur, et que moi, je refuse complètement de voir le mur. Les mois passent et impossible de s'arrêter. Alors là, ça devient une double vie assez exténuante parce que finalement, j'essaye d'être partout à la fois. Comme on travaille à quelques rues avec Anaïs, finalement, on se voit dès qu'on peut, sur un déj, après le boulot, etc. Moi, par ailleurs, j'ai mon compagnon qui m'a toujours laissé énormément de liberté, d'espace, donc il n'y a pas de souci pour que je parte en week-end, pour que j'aille dormir chez des copines, donc c'est vrai que je découche de plus en plus souvent. Et j'ai pas vraiment de questions en face. Donc en plus, j'ai même pas tellement à mentir. Je dis juste, je vais chez une copine ou je pars en week-end avec des copines. Ça passe parce que on a aussi toujours eu cet espace-là et qu'on est très indépendants l'un et l'autre et que on s'est toujours laissé de l'espace pour s'épanouir, que ce soit pour le sport, les amis, enfin les choses qui nous sont chères. Et ça me perturbe pas mal. C'est-à-dire que les transitions sont compliquées, que quand je rentre d'un week-end avec elle, oui, j'ai le blues, mais je suis quand même contente de retrouver ma maison, mon foyer, mon ancrage en fait, que j'ai avec mon compagnon, qui m'offre vraiment ce cocon d'une douceur infinie et avec qui je ris toujours, je ris la vie. Et je suis quand même perturbée, mais je gère. Et puis j'ai l'impression d'être prise dans un tourbillon où finalement les choses s'enchaînent, sont d'une folle intensité et presque j'ai pas trop le temps de penser. Et c'est surtout que je ne veux pas penser et que je vis complètement l'instant présent. Et étonnamment, Anaïs aussi ne me force pas, ne me pose ni ultimatum. Elle prend les moments que je lui accorde, que je peux lui accorder. Je pense qu'on est dans une telle passion amoureuse toutes les deux que finalement, il n'y a que ça qui prime et que finalement, même si ni à l'une ni à l'autre, les conditions conviennent, parce qu'en fait, moi, cette double vie, elle me va pas vraiment non plus. Elle se fait comme ça un peu de fête, mais je m'épanouis pas dans le secret, dans la vie cachée. Je suis plutôt quelqu'un de très entière. Alors là, c'est compliqué parce que en fait, j'ai l'impression de vivre 2 histoires amoureuses à fond. C'est vrai qu'à un moment, ça commence à devenir compliqué parce que c'est vrai que je souffre de ces transitions de plus en plus. Mais je suis tellement bien dans cette histoire qui dure depuis 7 ans avec mon compagnon et que par ailleurs, on a des projets d'enfants. C'est vrai que tous les deux, on n'avait pas vraiment de grands désirs d'enfants, mais l'âge passant, on s'était dit vaguement, le printemps 2019, on se mettra en route. Et ça y est, on y est. Et moi, c'est terrible parce qu'en fait, je suis complètement bouleversée par cette rencontre, parce que je suis en train de vivre.
Mais en même temps, moi, j'ai ma timeline et mes projets et mon histoire de longue date qui continuent d'avancer aussi. Et c'est un moment où j'aimerais juste faire pause dans ma vie, tout arrêter et prendre le temps. J'en parle un peu autour de moi, mais vraiment, mes proches, à part me plaindre, savent pas trop quoi me dire. Parce qu'ils voient bien que finalement, je suis vraiment profondément amoureuse de ces deux personnes et que le choix est impossible. Très rapidement, je tombe enceinte et en fait, je fais le test de grossesse seule. Et là, moi, je m'effondre. C'est terrible, le test est positif et vraiment, je m'effondre en larmes. C'est vraiment une nouvelle qui est terrible pour moi. Je m'attendais pas à tomber enceinte aussi rapidement, comme j'arrivais pas à savoir où j'en étais moi, et puis pas non plus à dire où j'en étais à mon compagnon. Finalement, j'ai été prise un peu comme ça dans le truc. Bon oui, ok, on lance le projet, en me disant que j'avais peut-être un peu quelques mois devant moi, et finalement, non, le mois d'après, je suis enceinte. Je me demande un peu ce que je dois faire, donc j'en parle tout de suite à Anaïs et on prend effectivement la décision d'arrêter notre relation, qui n'est raisonnable à aucun point de vue de toute façon, et on sent bien qu'on n'est absolument pas raisonnable dans cette histoire. Donc on se sépare et en fait ce qui se passe, c'est que quelques jours après, je fais une fausse couche. Donc mine de rien, je suis quand même très bouleversée par les montagnes russes de tout ce qui vient de se passer là en quelques jours. Donc se retrouver enceinte, du coup vivre une séparation amoureuse, finalement faire une fausse couche, c'est un peu compliqué. Et qui me réconforte, Anaïs. Et c'est reparti. Voilà, c'est reparti, on passe un été de folie, on se dit les plus mignonneries du monde, c'est mon ananas pailleté, moi je suis son chaton doré, c'est vraiment la lune de miel, tout se passe hyper bien et tout est d'une intensité folle. Suite à la fausse couche, j'ai quand même une conversation avec mon compagnon, un jour où vraiment j'ai le moral dans les chaussettes et je craque un peu et je lui dis mais tu sais, je crois que je suis pédette et puis là de toute façon tout ce que j'ai envie de faire c'est de me faire des tatouages et d'aller à Coachella. Et il me dit écoute, pas de problème, oui pédette, oui c'est vrai que je me rappelle t'as eu quelques histoires et tout, mais bon t'inquiète pas, on passe l'été tranquillement, n'y pensons plus, tu profites et puis on verra plus tard. Et voilà, et comme toujours, j'ai un accueil hyper compréhensif, gentil, je suis avec quelqu'un d'extrêmement ouvert. Donc il me laisse la porte ouverte, je suis libre, il accueille ce que je lui dis et il n'y a pas de réaction, ni de jalousie, ni de questions déplacées, ni... ça reste un échange assez simple. Et je lui demande quand même, je lui dis, mais est-ce que la fidélité, ça fait partie de nos valeurs de couple ? Et il me dit non, je suis pas sûre, je pense pas que ça en fasse partie. Mais comme on a souvent des conversations très sincères, je pense que ça le brusque pas. Il ne me pose pas plus de questions et moi, je ne vais pas plus loin dans les détails. Malgré cette histoire, on a toujours ce cocon, cette belle vie douce et en fait, presque, ça n'y change rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à la rentrée, je retombe assez rapidement enceinte. Et il se trouve que 2 jours après mon test, je pars en week-end avec Anaïs chez elle en Normandie. Et c'est vrai que on se retrouve, moi j'ai en tête le truc de me dire comment est-ce que je vais lui annoncer. Elle connaît tellement bien mon corps que finalement elle se rend compte par elle-même de ma grossesse de 3 semaines. Et là, on décide de se séparer, que chacune poursuit sa vie, parce qu'elle, elle avait aussi quand même par ailleurs envie de construire quelque chose qui n'était pas possible avec moi, puisque je ne lui offrais rien. Et puis moi, je me dis, moi, il faut que je me remette dans ma vie, en fait, c'est pas possible. Là, je vais avoir un enfant, il faut absolument que je me refocus. Et je sais pas pourquoi, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, donc je pense qu'on a tenu quelques semaines, mais qu'on replonge. Et là, en dépit de toute raison morale, finalement, je passe toute ma grossesse avec elle et jusqu'à 2 jours d'accoucher, je dors encore chez elle. Et finalement, ce qui se passe, c'est que 2 jours après, il est 22h, on regarde un film avec mon compagnon. Tout va bien et puis je commence à me sentir étrange et je comprends pas tout de suite que ce sont des contractions. Mais en fait, tout va extrêmement vite puisque quelques toutes petites heures après, finalement, j'accouche
sans avoir même eu le temps d'avoir la péridurale. Et donc du coup, je vis un choc terrible, que ce soit finalement la douleur de cet accouchement sans péri. Et puis, je vis surtout d'un seul coup brutalement. Pour moi, l'accouchement, c'est également la fin de cette relation et donc un immense chagrin d'amour. Le seul truc auquel je pense, c'est la prévenir. Elle pleure parce que je pense qu'elle comprend que c'est vraiment la fin de notre histoire. Et là, je plonge vraiment assez profondément dans la mesure où d'un seul coup, je culpabilise énormément d'accueillir cet enfant, mais d'être aussi immensément triste. Et donc du coup, c'est assez terrible parce que je vis un chagrin d'amour, que du coup, ça me plombe complètement mon postpartum parce qu'en fait, j'arrive presque pas à être complètement dans la joie d'accueillir ce bébé. Parce que par ailleurs, même si ça n'a rien à voir avec mon petit bébé, je suis immensément triste. Et du coup, je passe des jours à pleurer, vraiment pendant plusieurs semaines. C'est très compliqué. Et avec énormément de culpabilité, et de me dire, mais c'est pas normal, je devrais juste être heureuse. Ça y est, j'ai cette famille, c'est quand même quelque chose que j'ai choisi. Voilà, cet enfant est arrivé parce que je l'ai choisi. Et en fait, je suis immensément triste. Alors j'avais bien sûr ces moments de bonheur où je regardais avec stupéfaction cette toute petite fille. Elle est née, elle était toute petite en plus. Bien sûr, je la trouvais extraordinaire. Chacune, je pense, a essayé de faire au mieux pour se replonger dans sa vie. Moi, j'ai essayé de me focaliser sur ma fille, ma famille, construire cette nouvelle vie à trois. Et finalement, les mois passaient et moi, je sais que ma tristesse ne passait pas. J'ai su qu'elle avait rencontré quelqu'un assez peu de temps après. J'ai su qu'elle vivait dans le quartier et effectivement, on s'est croisés. 6 mois après la naissance. Et là, ça a été un choc énorme encore. Et on a repris contact. Du coup, on a rééchangé. En plus, ça tombait après avec l'anniversaire de notre rencontre. Elle m'a envoyé vraiment des mots absolument magnifiques en me disant qu'elle m'avait aimée comme elle n'avait jamais aimé personne. Enfin, vraiment encore de très très beaux mots d'amour. Et du coup, là, j'ai bien réfléchi et je me suis dit, pour la première fois, ce serait peut-être bien qu'on ait une conversation sérieuse. Parce qu'en fait, là, je sens bien que moi, je suis au bout du truc et que je n'arrive pas à retourner à cette vie de famille et que finalement, mon amour ne passe pas, mon chagrin d'amour ne passe pas. Donc on s'est vu pour en discuter et je lui ai dit, écoute, voilà, moi je te demande pas d'être la femme de ma vie, mais de réfléchir peut-être à l'être, parce qu'aujourd'hui je lève l'impossibilité de cet amour. En fait, c'est vrai que jusque-là on n'en a jamais parlé, c'était absolument pas une possibilité, mais aujourd'hui je suis un peu retombée sur mes pattes et je pense que je suis capable de faire ce choix. Il faut qu'on réfléchisse à ce que l'une et l'autre on a envie, parce que c'est pas toi, c'est pas moi qui devons faire un choix. On doit chacune se poser la question de ce qu'on a envie, parce qu'en fait ça n'a pas de sens là, cette espèce d'amour épistolaire là, on est déconnecté de la réalité et ça nous fait juste du mal. Donc réfléchissons, mais en tout cas moi aujourd'hui je suis prête à sauter le pas. Et d'une part, elle m'a dit que ce qui changeait tout, c'est qu'aujourd'hui j'étais maman et qu'elle n'était pas sûre en fait finalement d'avoir envie de ça. Et c'est surtout que 7 jours après cette discussion, qui nécessitait quand même déjà un peu le temps de la réflexion, surtout après des mois d'absence, il fallait aussi un peu se re-rencontrer, et malheureusement son papa est décédé du Covid. Donc forcément, elle avait plus du tout le même ordre de priorité et puis d'autres chats à fouetter tout simplement. Et c'est comme ça que nos chemins se sont réellement séparés. Par ailleurs, moi j'ai continué à cheminer, donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça a pris 3 ans en tout. J'avais pas la certitude de savoir si j'aimais les femmes ou si je l'aimais elle. Mais j'ai un peu avancé sur cette question, voilà, j'ai mené aussi mes expériences de mon côté et
du coup, j'ai fait mon coming out il y a quelques mois à mon compagnon pour initier la séparation, même si c'est extrêmement douloureux parce que notre vie reste belle et douce et c'est quelqu'un que j'estime énormément et qui a beaucoup de qualités qui sont rares et précieuses et que je ne suis absolument pas certaine de retrouver un jour chez quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je sais que je ne suis plus moi-même dans cette relation hétéro avec un homme et qu'il a beau avoir toutes les qualités du monde, malgré lui et malgré moi, c'est un homme et aujourd'hui, ça m'a pris beaucoup de temps et c'est un énorme choc et je pense que c'est pour ça que ça m'a pris 3 ans pour le réaliser, que finalement, j'aime les femmes, tout simplement. Et donc, j'avance gentiment sur cette voie-là. Mon compagnon est un peu tombé des nues. En fait, c'est à l'approche de nos 10 ans. Il m'a demandé très très gentiment ce que je voulais faire pour l'occasion. Et en fait, sur le coup, j'ai senti que intérieurement, je m'effondrais, mais j'ai rien dit sur le coup. Et en fait, le lendemain, je lui ai dit que je souhaitais un peu discuter parce que moi, je n'arrivais plus du tout à me projeter avec lui, que je trouvais que notre relation était magnifique, que notre petite fille est superbe, qu'on a un couple parental incroyable, une équipe, on est vraiment des partenaires au top, mais que amoureusement, moi, malheureusement, indépendamment de moi, je préférais les femmes et que du coup, je n'arrivais plus à me projeter dans notre relation. Et toujours égal à lui-même, hein. Il a pris les choses de façon très compréhensive. Enfin, ça a été, je pense, un énorme choc pour lui. Mais il n'y a pas eu d'éclat de voix, ça a été de la discussion. Et puis, il me dit que je me trompe, que l'amour, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on partage, et que je me leurre à poursuivre quelque chose qui n'existe pas, et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais ça lui appartient. J'ai bien envie quand même d'essayer. Alors moi, aujourd'hui, j'ai surtout envie de témoigner de finalement cette douleur qu'il peut y avoir dans ce doute, parce que peut-être que de façon très manichéenne, les gens peuvent considérer l'infidélité comme quelque chose de mal, et sauf qu'en fait, on peut se retrouver là-dedans sans l'avoir voulu. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu un accident, que ma jolie vie a été complètement, elle a volé en éclats. Si on m'avait dit que j'allais vivre ça, mais je l'aurais jamais cru. Et puis alors d'un seul coup, avoir une révélation sur sa sexualité aussi si tardivement, je trouve ça triste. J'aurais aimé en fait sauter le cap à 25 ans. Et j'aurais aimé en fait m'interroger beaucoup plus tôt sur toutes ces questions-là et pas me retrouver à la veille d'avoir un enfant d'un seul coup avec ma sexualité qui me pète au visage, quoi. Aujourd'hui, je fréquente quelqu'un et je sais pas trop où ça va me mener. J'ai encore beaucoup de choses à régler de mon côté. Donc, tant que je ne sais pas, je ne promets rien, mais je vis les choses et j'ai encore pas mal de choses à organiser autour de moi pour cette nouvelle vie. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, j'aime les femmes. Ça aura au moins eu le mérite d'éclairer cette question. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Les histoires des couples rencontrés sur Mythique sont vraiment extraordinaires, non? Avouez que ça vous a donné envie de tenter l'expérience. Vous aussi, vous êtes prêts pour commencer une histoire sérieusement exceptionnelle? Téléchargez Mythique et venez vibrer pour de vrai et aimer pour de vrai. L'histoire du jour est vraiment extraordinaire. Elle est même vraiment exaltante. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu lieu grâce à Mythique. Vous allez voir avec cet épisode sur Mythique, on laisse sérieusement leur chance aux vraies histoires, comme celle des 8 millions de couples qui s'y sont rencontrés, et comme celle que vous allez découvrir aujourd'hui. Et peut-être aussi bientôt, la vôtre. Si vous aussi vous voulez nous raconter votre histoire extraordinaire, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix,
le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment se construit le sentiment amoureux ? On vous a forcément déjà posé cette question. Et toi, qu'est-ce que tu regardes en premier chez les hommes ou chez les femmes ? Beaucoup disent les yeux, d'autres disent le sourire. Moi, je réponds les mains. Mais Martha, elle regarde l'âme. C'est simple, vous allez entendre la plus belle histoire d'amour qu'on puisse imaginer. J'ai 23 ans, j'arrive à Paris après avoir terminé mes études à Dublin et je cherche un travail comme professeur d'anglais. Je cherche aussi à avoir une vie sociale. Étant catholique, je fais partie d'un groupe de prière où se trouve Philippe, cet homme qui est sur un fauteuil roulant. Et rien de très surprenant, je fais à peine attention à lui, je ne le connais pas, je fais des amis par d'autres biais. Et un beau jour, je suis invitée à une soirée où il se trouve qu'il y a aussi Philippe avec d'autres amis et je vois que tout le monde parle avec lui comme avec une personne normale. Je me demande bien comment je dois agir moi-même. Philippe est IMC, il est infirme moteur